Et bonsoir à tous. La tienne. Bonsoir. Ah, la tienne, ça commence. Toi, tu fais comme ça, toi, Jérôme. D'entrée de jeu, toi, tu sors l'apéro, c'est quoi? C'est l'heure du café, normalement. Mais Messieurs, c'est pas bonsoir. moi, mais en Bretagne, là-bas, ils avaient l'air d'avoir soif. Bienvenue sur Radio Sport. Bonsoir à tous. C'est encore un nouveau numéro de la libre antenne du sport. On parle de tout. On va parler d'aventure aujourd'hui, d'aventure humaine, d'aventure sportive, et on parlait de santé. Vous allez voir que c'est important dans tous les sens. La santé dans le sport dans la santé. On va en parler. D'abord, on retrouve. Il y en a un qui revient de vacances, dis donc. Ça va, monsieur Taberlet? C'était bien les vacances? C'était génial. Déjà, non, après, vous m'avez manqué, honnêtement. Mais très, très heureux d'être là avec vous ce soir. Plein de bonnes choses, plein de choses à se dire, à se raconter, à échanger, à écouter. Ça va être top. Ça tombe bien. Monsieur Jérôme Armand, bonsoir. Et bonsoir. Et justement, comme il était en vacances, notre ami, moi j'étais à la Coupe du Monde des OG, Ah oui, on a vu de ça. Morzine là-bas. J'étais à la Coupe du Monde de VTT. Bon, je ne l'ai pas appelé parce que je savais qu'il était en vacances. Donc, je suis Mais contenté. t'aurais dû parce que j'étais là en plus. Hein. Ah ben non, voilà. Mais léger Morzine, c'est pas loin. Mais voilà. Ah non, c'est vraiment pas loin, non. J'ai fait plein d'interviews qui étaient sympas, dont le big boss de Warner Bros. Oula, comment? C'est pas Bugs Bunny, hein. C'est pas Bugs Bunny, mais la Warner Bros. En fait, c'est les propriétaires d'Eurosport et tout ça, Discovery, et c'est eux qui organisent. Retrouvez l'interview sur Radio Sport. C'est eux, il nous a fait découvrir les coulisses de cette saison de VTT. C'est eux qui organisent le show, mais en même temps, c'est eux qui le mettent en image et qui le diffusent. Oui, jolies images à voir. Nous avons un invité ce soir, monsieur Laurent Dubost. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de vous parce que je parlais d'aventure tout à l'heure, je parlais d'aventure sportive, d'aventure humaine et de santé. Vous avez une sacrée vie quand même. On va pouvoir rentrer dans les détails parce que moi, si je lis juste la fiche comme ça, on jette le nom sur Internet et on fait Google, hop, et on voit cycliste, véliplanchiste, pilote auto, pilote moto, et il y en a d'autres. Sportif de haut niveau, quoi qu'il arrive. Alors, sportif de niveau, je ne sais pas. Je n'ai jamais été champion du monde dans aucune discipline. Sportif aventurier, certainement. Ouais. Alors, on parlait de santé tout à l'heure en démarrant. C'est parce qu'il y a eu on appelle ça comment? C'est un incident de parcours. C'est malheureusement la vie qui pose des choses comme ça. Ça s'appelle comment ce qui vous est arrivé? Oui, un incident de parcours comme il arrive à des milliers de gens, voire des millions de gens. J'ai eu un problème cardiovasculaire dû à une malformation cardiaque en 2016, après une carrière sportive effectivement bien remplie, qui m'a obligé à m'arrêter. J'étais complètement arrêté, c'est-à-dire que je ne pouvais plus faire grand-chose. Et puis néanmoins, je n'ai pas baissé les bras, j'ai voulu garder le cap, malgré effectivement le problème de santé que j'ai eu et l'âge qui est avancé. Et puis j'ai décidé de continuer pour aussi alimenter ma vie de challenges un peu différents et puis faire voir aux gens aussi qu'on pouvait faire des choses après un problème de santé. Mais alors, si vous étiez, en fait, que vous faisiez que du sport, c'était votre métier, le sport?
Alors, c'était mon métier pendant une certaine période, mais j'avais un autre. Après, j'ai eu une reconversion, bien évidemment. J'ai fait ça professionnellement pendant 12 ans. Et ensuite, j'ai travaillé dans une autre vie, dans un autre métier que j'ai quitté en décembre 2024. Voilà. Alors, on va parler après, tout à l'heure, on va parler de l'association qui est née suite à votre opération. On va raconter tout ça. Mais on va commencer comme tout le monde, comme tous les week-ends, j'allais dire, enfin toutes les semaines en fait. Le sport de la semaine, on va faire 3 étapes françaises. On va dire le basket out, le foot bof et le rugby au top. Vous avez vu de quoi je parle, les garçons, ou pas? Oui, alors moi j'ai bien vu, parce que j'ai suivi un petit peu. Le basket, on n'avait pas la grosse équipe, mais on le disait la semaine dernière, je crois. On peut aller au bout, même sans la grosse équipe, on ne sait jamais. Bon, on est allé au bout de notre route qui s'est arrêtée bien brutalement. Voilà. Il a fait la moue, hein. Il a fait la moue, le Alors, gars. il va parler après. Non, mais je dis rien, je dis rien. Le foot, bof, 2 matchs qui s'enchaînent. Au milieu de tous les matchs, ils en font 70 dans la saison. Moi, vous savez que j'aime bien le PSG. Je suis comme un fou parce qu'il y a 2 joueurs du PSG qui n'auraient pas dû jouer. Ils se sont blessés le samedi avec l'équipe de France ou le vendredi, je ne me rappelle plus, contre l'Ukraine. Et puis hier, on gagne 2-1 difficilement. On prend d'ailleurs un but à la dernière seconde que l'arbitre annule avec la VAR. On marque sur un penalty, bof. Et puis, la lumière, les femmes, elles ont mis 57 points à l'Afrique du Sud au rugby et en quart de finale, je crois que c'est dimanche, contre les Irlandais. Ça risque d'être une autre musique, mais voilà. C'était quand même mi-figue, mi-raisin. C'est les femmes qui ont relevé tout ça. Johan, toi, tu as regardé ou pendant les vacances ou t'as Oui, fait j'ai regardé. Non, j'ai regardé notamment le rugby parce que j'aime beaucoup ça. J'ai regardé le foot aussi, mais le foot, ouais, là, il y a quand même un problème avec l'équipe qui avait en face. C'est que des amateurs qui étaient en face pratiquement, je pense. Et nous, avec notre belle équipe de France, arriver à ces matchs-là et faire ça et proposer ça, moi, j'étais quand même plus mi-figue que raisin là pour le coup. Mais par contre les femmes au rugby, écoute, pour le moment moi j'y crois. Tu vois, elles tiennent le lead. C'est sûr que voilà, contre l'Afrique du Sud, contre l'Irlande, voilà. Mais les gros matchs arrivent. On verra ce que ça donne. En tous les cas, il vaut mieux que ce soit comme ça que comme l'équipe de France de foot. Laurent, vous suivez l'actualité sportive française ou autre ou pas plus que ça? Oui, je suis beaucoup, bien évidemment. Donc, je reste fan de cyclisme. Je reste fan de sport automobile et sport motocycliste. Les sports d'équipe, le football, par exemple, je suis pas trop parce que c'est pas ma culture, en tout cas. Et puis, je suis le golf également. Voilà. Donc, je suis pas mal d'activités sportives. Les Jeux Olympiques, bien évidemment, et qui restent des épreuves magnifiques et des rendez-vous incontournables. Il y a un sport en particulier qui vous touche par rapport à celui que vous avez déjà pratiqué ou celui que vous regardez simplement comme un fan? J'aime beaucoup il y en a 2, j'aime beaucoup le cyclisme et beaucoup le rallye raid. Ouais. Type Paris-Dakar ou Coupe du Monde des rallye raid. Voilà, je suis fan parce que je suis connaisseur et je m'y retrouve, voilà. Alors en cyclisme, la Vuelta, dessus, on parle Alors de la Vingegaard Vuelta, ou pas? oui, je connais les cyclistes, bien évidemment. Je sais même pas, c'est fini, c'est pas fini, Non, il en Non, reste encore un peu. il non, reste encore un peu. c'est Donc je sais même pas qui est le Pogacar qui est maillot. devant, pour info. Comment? Ah, Pogacar, il est pas là, hein. Pas Pogacar, c'est Vingegaard, pardon, qui est Vingegaard devant. qui est leader? Par Oui. contre, la D'accord. course, alors on rentre dans des sphères qui ne sont pas sportives, Oula. a été perturbée par des manifestants sur quasiment toutes les étapes Ouais. Ah, pour la libération de la Palestine. Enfin bref, on n'est Oui, pas là d'en pour bas, en ouais. parler, nous en tout cas. Mais d'ailleurs, l'étape d'hier qui a été gagnée par un revenant, par Bernal, le Colombien, qui avait gagné le Tour de France bien. très jeune. Mais l'étape, elle est arrivée, c'était assez rigolo de voir l'arrivée, parce qu'ils ont neutralisé, enfin ils ont mis l'arrivée à 8 km avant, parce qu'il y avait une manifestation en haut, et Bernal et l'autre échappé. Donc Bernal était devant. Ils ont continué à sprinter. Visiblement, ils n'avaient pas l'air d'être au courant que l'arrivée D'accord. était là. Ils ont continué pendant 8 km à fond. Et on leur dit: non, ça y est, tu as gagné. Bon, voilà, c'était
C'était le truc original hier. Bon, on va revenir sur le parcours sportif de Monsieur Dubost, parce que moi je suis curieux, vu ce que vous avez fait, vous êtes un ogre du sport. C'est-à-dire que vous avez quand même fait des trucs, si j'ai bien lu, speed sail, vous avez quand même fait un championnat du monde de speed sail, vous avez fait un Paris-Dakar plusieurs fois, vous avez fait des courses, qu'on soit clair, à l'époque on devait vous dire, hey, vous êtes des grands maboules, c'est venu d'où? Tout petit, vous aviez envie de faire ça déjà? Je vais vous faire une anecdote. Mon père était dans la marine nationale. Il a fait 2 fois le tour du monde. Et je me rappelle qu'on recevait des cartes postales d'Afrique, des cartes postales très colorées. Et je pense que c'est ça qui m'a donné l'envie, effectivement, non pas de faire du sport, mais de voyager, d'aller à la découverte des pays. Donc j'ai associé le sport à l'aventure, au voyage, à la découverte des pays. Je pense que c'est un peu ça le déclic. Mon père était sportif. Il était footballeur, par contre. Moi, je n'étais pas du tout. Donc, voilà comment l'aventure a démarré. Et ensuite, je pense que j'ai eu une grande curiosité de toucher à tous les sports. J'avais une capacité de m'adapter extrêmement rapidement à une discipline sportive. Donc, c'est pour ça que j'ai basculé du vélo à la voile, au sport automobile, au sport motocycliste. Je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté le vélo, parce que tout simplement, j'étais bon, mais j'étais que bon. Je n'avais pas le talent nécessaire. Donc, on voit vite effectivement qu'on ne fera pas carrière dans le vélo. Ce n'est pas parce qu'on gagne des courses régionales ou nationales qu'on va être bon et qu'on va faire un professionnel. Et donc, j'ai pris la décision très rapidement, à l'âge de 21 ans, d'arrêter le cyclisme. Voilà. Pour ensuite basculer vers des disciplines plus ludiques peut-être, et vers une discipline qui s'appelle le Spitzel, qui est un peu un peu comme le char à voile, voilà. Et je me suis retrouvé inscrit au championnat du monde, voilà, en Hollande. Voilà comment c'est parti. Mais alors, et on passe après, l'amour de la mécanique, c'est venu comment? Parce que là, l'aventure, c'est quoi? On voit les gars qui partent à l'autre bout du monde et on se dit, moi, j'en suis? Non, ça a démarré toujours pareil, d'une manière un peu bizarre. Donc, après le championnat du monde, j'ai fait des épreuves et des longues distances, comme il en existe aujourd'hui. Certainement qu'on était un peu précurseur à l'époque. Et je faisais des très, très grandes distances. Et j'avais fait un méga triathlon qui traversait 8 pays, où il y avait 8 disciplines sportives et qui durait 1 mois avec 12 000 kilomètres. Il y avait 8 disciplines sportives, donc du vélo, bien évidemment, de la planche à voile, de la moto, du quad, de la marche à pied, de la course à pied et de la natation. Il s'avère que pendant les étapes de moto qui duraient 6 000 km, je me suis découvert non pas une passion, mais une capacité effectivement à emmener une moto. Et après ce méga triathlon qui s'appelait le Passeport Pulsion, qui était juste fantastique, j'étais faire un raid, un rallye au Kenya. Et puis, en rentrant de ce rallye au Kenya au mois d'octobre 89, j'ai reçu une convocation pour être pilote chez Yamaha Sonoto France avec Stéphane Peter Hansel, Cyril Neveu, dans l'équipe qu'ils appelaient les marathons Ténéré. Voilà. Donc, j'étais convoqué par Jean-Claude Olivier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Jean-Claude Olivier. Sûr, voilà. Voilà comment ça a démarré. C'est une belle aventure. Mais Johan, tu as des questions, je suis sûr. Mets ton micro, là, il est coupé, vas-y. Non, il est coupé, ouais, je t'entends pas, Johan. Johan, faut que tu cliques. Voilà, c'est vrai, je sais. Il y a tous les soirs un truc bizarre sur les micros. On cherche pas. Non, mais c'est bon. On va rester comme ça pour ce soir. Voilà, c'est ça. Non, mais moi, ce qui me passionne, enfin, moi, je suis un peu pareil. J'aime beaucoup le sport. J'en ai beaucoup pratiqué. J'en pratique encore. Mais d'où vient, Laurent, cette passion et cette envie là déjà de la pratique, mais aussi du coup de s'ouvrir. Alors j'imagine que le souci de santé est lié, mais d'où vient tout ça? Alors, c'est probablement une curiosité liée peut-être à une instabilité, je ne sais pas. En tout cas, j'avais envie de découvrir plein de disciplines sportives. Ce que j'ai fait, voilà, jusqu'en 2001, j'ai couru dans différentes disciplines sportives. En courant le Dakar, comme je vous disais, en moto et en voiture, en participant en voiture à la Coupe du Monde des rallye raids où je me débrouillais extrêmement bien. J'étais dans le team officiel Nissan Europe.
Et ouais, je pense que c'est l'aventure, l'adrénaline un petit peu. Voilà. Et est-ce que il n'y a pas quand même je suis désolé, mais il y a peut-être un sujet aussi finance, accessibilité, parce qu'en fait, moi, je me dis, le but de se voir ce soir aussi, c'est ça aussi, c'est de communiquer un peu ses passions, etc. Mais est-ce que à la base, il y avait une facilité aussi pour accéder à ces rallye raids, ces choses-là, ou Ouais. c'est un peu le fruit du hasard, c'est un peu le fruit du travail, de persévérance, Alors, je sais pas. c'est une excellente question. Ouais. Je suis pas riche, je ne suis pas gosse de riche. Donc, à l'époque, c'est la passion qui l'a emporté. Je rencontrais souvent des chefs d'entreprise qui étaient fascinés effectivement par les Paris-Dakar de l'époque, à savoir les Paris-Dakar africains, et qui m'écoutaient avec beaucoup d'attention et qui me disaient, bah, écoute, vas-y, nous on te suit financièrement. Voilà comment ça a démarré. Et ça a duré très longtemps, pendant de longues années, et ça a toujours fonctionné comme ça, quoi. Je ne vais pas vous dire que c'était facile, c'était peut-être plus facile qu'aujourd'hui, effectivement, à trouver des budgets. Le Paris-Dakar faisait rêver franchement beaucoup de monde. Moi, le premier Paris-Dakar que j'ai fait en 89, en moto, on partait du Trocadéro pour redescendre toute la France et prendre le bateau de mémoire à Marseille. Oui. C'était une fête populaire absolument inimaginable. Je pense que c'était proche du Tour de France quand même. Oui. Et on partait, si vous vous souvenez, on partait le jour de l'an. Et quand on partait en moto ou en voiture de Paris jusqu'à Marseille, en pleine nuit, il y avait du monde sur la route en permanence, quoi. Voilà. Et parfois de la neige. Et alors, j'ai pas connu la période neigeuse, mais certainement parfois de la neige. Ouais. Donc après, j'ai fait des belles rencontres, j'ai sympathisé avec des pilotes de haut niveau qui m'ont traîné vers le haut, bien évidemment. Jérôme, on en a connu un d'ailleurs en 2019 quand j'avais fait un événement au Mont Ventoux, tu te rappelles, Jérôme? Avec Mont Radiocycle. Ventoux, oui, évidemment, avec Tu dans sais la de qui salle je veux des fêtes. parler? Et il y avait une salle pleine et il y avait effectivement, puisque tu parles de Dakar et de vélo, je crois qu'il adorait le vélo. C'était Hubert Auriol qui t'avait rejoint. T'a rejoint. Il était déjà très malade et il t'a rejoint effectivement sur l'organisation de ce que tu appelais de mémoire la cardiaque Ventoux. Ouais, c'est toujours ça. Il y Ouais. avait des chirurgiens qui étaient là, effectivement, hein, donc je vais Ouais. un petit peu plus loin par rapport à ce que tu dis sur l'association qui expliquait qu'on pouvait faire du vélo, qu'on pouvait faire du sport dans la mesure du possible, après avoir été transplanté. Et vous avez tenté en vélo assistance électrique, il y avait des participants transplantés. Il y a Bernard Hinault, je crois, qui est revenu l'année Ouais, suivante, qui n'est pas exactement. transplanté lui, hein, mais Non. qui était parrain de l'association. Et Ouais. vous avez montré et prouvé avec le grand Hubert Auriol, toi et d'autres, qu'on pouvait finalement monter le Ventoux en vélo assistance électrique, certes, et qu'on pouvait monter le Ventoux après avoir été transplanté. Alors, il faut Chapeau. savoir qu'en 2019, j'avais lancé effectivement ce petit challenge personnel. Hubert Auriol était venu me retrouver. Dans ma tête, c'était juste un événement. Et puis, ça a duré jusqu'à aujourd'hui, qui sera d'ailleurs la 7e édition. Mais c'était la. Ouais, je voulais le faire qu'une fois, voilà. Mais bon, tu as voulu le faire une fois, tu as été évidemment entouré, accompagné, ce qu'on ne fait pas ça tout seul. Et moi, ça m'avait marqué de voir encore une fois Hubert, il était assez malade, il avait du mal à se déplacer. Et voilà, mais il avait un enthousiasme, il avait un sourire communicant qui fait que derrière, les gens avaient envie de le suivre. Ça avait été une super organisation au départ à Bédouin. Et puis voilà, moi, ça m'avait marqué, on est resté en contact. Tout à l'heure, je levais la main, c'était pour te poser une question. Est-ce que c'est plus facile de trouver des partenaires pour faire le Dakar ou de traverser le désert? C'est pareil, je pense. C'est pareil, oui, oui. C'est pareil. C'est Il n'y a c'est pas de compliqué. différence, je pense pas, non? Non, non, mais je veux dire, on y consacre beaucoup de temps. C'est-à-dire que le Dakar, c'est de l'entraînement, c'est de la préparation des machines, etc. Alors, oui, c'est de l'entraînement, mais encore une fois, les époques n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Je pense dans les années 90, 80, quand on partait sur une aventure comme celle-ci,
on faisait rêver les gens qui n'avaient pas forcément le temps d'y aller et pas forcément les moyens physiques d'y aller. Donc, il y avait une grande facilité, je pense, pour trouver des budgets, voilà, pour participer à une aventure comme celle-ci. Ensuite, bien évidemment, une aventure comme celle du Dakar en moto, c'est un véritable périple où si vous n'êtes pas prêt physiquement, c'est pas la peine d'y aller, quoi. C'est sûr. Il faut une capacité physique, une condition physique quand même relativement irréprochable, en plus, bien évidemment, de l'expérience terrain, de la connaissance de l'Afrique, quoi. Vous voulez dire, par rapport aux sponsors ou autres, que l'ère avant réseaux sociaux et l'ère depuis les réseaux sociaux change la façon de pouvoir programmer et préparer, ce type d'épreuve aventure? Oui, je pense que ça a changé, oui. Ça a changé. Alors, tout simplement parce que l'aventure maintenant est ouverte peut-être à plus de monde. Donc, ça limite peut-être un peu le champ de recherche des partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites un marathon, vous faites un semi-marathon, vous traversez la Manche à la nage, je ne sais quoi, vous faites une course de vélo, vous cherchez un partenaire. Aujourd'hui, c'est rentré, effectivement, ça s'est complètement démocratisé. Tout le monde cherche des partenaires aujourd'hui, je pense. Alors qu'avant, effectivement, c'était, il me semble, un petit peu différent, quoi. Fabrice, je voudrais revenir avec Laurent parce qu'il a dit tout à l'heure quelque chose de très vrai. Il me semble qu'on en parlait la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'est que le Paris-Dakar à l'époque, c'était un truc de très, très, très populaire où il y avait les gens au bord de la route, il y avait les gens au départ, un petit peu comme le Tour de France. Moi, je me souviens, il y a eu un départ, peut-être qu'un seul, le 1er janvier sur la place d'Armes devant le château de Versailles. C'était peut-être en Ouais, 1989 dans le cadre exact. du bicentenaire de la Révolution. Et la place d'Armes était remplie de camions, de voitures, de motos. Le Versaillais qui sort pas quand il fait froid, mais c'était plein. Et on se posait la question, Laurent, l'autre jour, on en parlait du Tour de France, d'autres manifestations, des marathons, des triathlons, où c'est gratuit et où il y a énormément de gens, il y a une foule énorme qui est toujours dehors pour regarder passer ces gens. C'est resté ou ça restera ou ça redeviendra des courses populaires. Pour l'instant, à part le Tour de France, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Alors je Alors, profite, je suis juste excuse-moi, Johan, je te ok. coupe la chic. Non. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous poser des questions. Vous avez, plusieurs chats, hein, on est en direct sur plusieurs lieux en même temps et j'ai Christelle, moi, qui pose la question: «Quel est votre meilleur souvenir de sport avant votre opération?» Alors je suppose qu'elle Bah, veut dire quelle est la meilleure indéniablement, aventure. ouais, indéniablement, cette épreuve que j'avais fait sur un mois, où il y avait 8 disciplines sportives, 12 000 kilomètres, qui s'appelait le Passeport Pulsion. Ça a été une découverte absolument fantastique. D'abord parce que je découvrais l'Afrique de plein pied, je découvrais l'Afrique profonde avec toutes ses particularités. Et pour moi, ça retient vraiment un des souvenirs les meilleurs que j'ai pu vivre sportivement. Johan, Non, ça me va. ça te Et va? Johan, toi, J'écoutais. les compètes de ski que tu as pratiquées, que tu pratiques en paralympique, tu seras d'ailleurs à Milan, je crois, un an pour les Jeux olympiques. Oui, je serai à Milan en tant que juge. Ah, tu vas pas descendre en ski? En tant que Non, j'ai juge, arrêté. et justement, c'est gratuit les compètes de ski, tous les gens qui sont autour et qui encouragent. Parce que moi, j'ai vu ça, on en parlait, oui, effectivement, la semaine dernière, parce que j'étais à la Coupe du Monde VTT sur les épreuves de descente, etc. C'était blindé de monde à la tronçonneuse, mais je rentre pas dans le détail, où c'était donc du coup gratuit. Et dès que c'est gratuit, bah, le long de la piste, il y a des tas de gens. Sur le ski, c'est Oui, pareil? ça dépend. Ça dépend. Les jeux, c'est payant, mais ça n'empêche pas que ce soit blindé. Après, je pense que euh, tant que les prix restent raisonnables, j'ai envie de dire, ça va. Après, quand tu vois les prix des billets, des fois, là, que ce soit au foot, que ce soit même pendant les Jeux là, de Paris, etc., fallait être. Là, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème pour pouvoir assister au spectacle, en fait. Euh, Après, les Paralympiques, c'est pareil, c'était le sport pauvre, on va dire. Du coup, voilà, quand tu as des places à 20 balles, tu vas avoir les jeux parce que c'est les jeux. Sur ces mêmes jeux, tu as la place à 700 euros. Je pense que tu as moins de monde quand même, tu vois, et tu rempliras pas le stade. Voilà. Après, mais bien sûr, dès que c'est gratuit. Alors, moi, je pense que la gratuité n'est jamais bonne. Euh,
même dans la pratique, en fait, quand on veut se lancer dans un sport, et alors quand c'est loisir, mais même si c'est gratuit, c'est pas bien. C'est toujours bien de payer sa petite licence, de participer à un club, c'est motivant, tu vois. Arrête d'insister, parce que si ASO nous écoute, ils vont faire payer Tour de France. Mais le tu peux tour, pas. le départ du tour, l'arrivée C'est du tour ingérable. et le ravito, quoi. Mais pourquoi pas? Mais tu vois, au jet, ce qui se passe, c'est peut-être aussi, on a peut-être atteint la limite du truc, quoi, tu vois. Et je Alors, pense. au G, il y avait quand même. Alors, tu connais mieux que moi les G, il y a 2500 personnes qui habitent à l'année ou un truc comme ça. J'en avais discuté avec monsieur le maire, Philippe ou Christophe Vinet. Mais il y a 95 000 personnes pendant les 3 jours de la, Ça fait de marcher le commerce. la, de la Manche. Par contre, Johan, bravo. Il y a des super restaurants au G. Et ils étaient ouverts, Non, mais c'était pas mal. Là, j'ai fait la compète, hein. Non, mais on est dans des territoires qui sont magnifiques ici. Mais tu vois ce qui s'est passé à la DH, il y a quand même un enjeu. C'est pareil, hein, tout le monde a un peu transpiré quand la foule s'est amassée dans la raquette d'arrivée. Voilà, ça s'est bien passé encore une fois, parce qu'on l'a eu la dernière fois où il y a eu 3 Français sur le podium. Donc, limite, c'était le coup du Frenchie, machin. Là, pour le coup, c'est pas un Français qui gagne. Et du coup, c'est devenu un peu le rituel. C'est que dès que le dernier passe, on envahit cette raquette. Et quand tu as un mouvement de foule de 15-20 000 personnes dans la pente qui s'amasse, voilà. Je pense qu'on a atteint, si tu veux, les limites de rendre ce lieu peut-être gratuit. Peut-être. Et je pense que ça peut porter à réflexion, en tout cas, de mettre un petit billet pour pouvoir rentrer sur la zone. Pour avoir moins de monde, et là pour vraiment s'assurer d'une sécurité un peu plus optimum que ce qu'il y a eu, quoi. Laurent, en tant que spectateur, en tant que quelqu'un qui apprécie le sport et qui aime le voir, on pense quoi de ces événements où c'est gratuit, où c'est payant, et la sécurité qui vient jouer là-dessus? Que ça soit gratuit, c'est parfait. Je pense au Tour de France notamment, à d'autres disciplines sportives. Ensuite, la sécurité, elle est maximum. Ensuite, la responsabilité de la sécurité incombe évidemment aux organisateurs, mais incombe également aux spectateurs, à ceux qui vivent cette discipline en direct, quoi. Mais je vois que chaque année, ça se passe bien dans les différentes épreuves, effectivement, qu'il peut y avoir, dans les sports gratuits, comme le Tour de France, comme le Paris-Dakar, comme plein d'épreuves, les marathons, ça se passe toujours bien. Et la sécurité est optimum. Mais c'est vrai que parfois on flirte avec le ouf, hein, coup de chaud, comme on dit. C'est ça? On flirte avec le coup de chaud, mais encore une fois, la responsabilité incombe à tout le monde. Elle incombe aux spectateurs, mais aussi aux organisateurs. Et c'est aussi aux spectateurs, par exemple, je prends une épreuve de championnat du monde des rallyes, c'est aussi aux spectateurs d'être Respecter les règles. extrêmement raisonnables et de ne pas se mettre à des lieux où effectivement l'accident peut arriver, à mon sens. Oui, ou comme dans le Tour de France, les gens qui prennent la photo à l'inverse pour se prendre en selfie avec les coureurs derrière, ou les choses qui sont casse-gueule, entre guillemets, parce que forcément, il n'y a pas de visibilité, quoi. Mais le pourcentage est extrêmement faible de gens, effectivement, qui sont imprudents, qui vont prendre une photo pendant un sprint. C'est une personne, peut-être, c'est Parmi le pas, temps, oui. c'est pas une majorité, bien heureusement. Ouais, alors après, ça dépend des sports. Regarde, tout à l'heure, on va parler bateau, puisque vous êtes partenaire d'un bateau très bientôt. Bateau, les gens qui viennent voir, d'abord, c'est gratuit hein, d'aller à l'Arsenal là-bas, l'Arsenal ou le bassin, je ne sais plus comment on l'appelle, Cherbourg. à Cherbourg ou au Havre ou ce qu'on veut. Ouais. Mais du coup, les gens qui viennent, ce sont des gens intéressés, ce pas des fouteurs de merde. Bien sûr, oui. Après, chaque discipline, effectivement, a son taux de folie un petit peu dans le monde des spectateurs. On prend le football ou le bateau, les spectateurs ne sont pas forcément les mêmes. Pour revenir au bateau, Jérôme, donc nous ne sommes pas partenaires du bateau, c'est notre propre programme de bateau. D'accord. On a construit un programme de bateau, comme on a construit la Cardiac Ventoux depuis 2019, et comme on a construit également un tournoi de golf, dont ça devait être qu'une seule édition. On a fait un tournoi de golf au Saint-Malo Golf Resort, et finalement, cette année, on entame la 3e édition. Voilà. Alors, on parle de qui?
Alors, quand je dis on, c'est j'ouvre ça effectivement à l'organisation. Je suis certes le fondateur de ce qu'on appelle maintenant Cardiac Démon, la route du cœur, mais on, c'est les membres qui m'accompagnent également. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a 3 événements sportifs relativement importants. Je suis pas tout seul à tout faire, à mettre les banderoles, à prendre des inscriptions. Il y a des gens avec moi et derrière moi, quoi. On va en recevoir des gens, je vois que ça commence à toquer à la porte pour venir causer avec nous. On va prendre le temps de les accueillir. On va d'abord reparler de l'association. L'association, c'est la route du cœur, oui, c'est parce qu'il y a plusieurs mots. Il y a cardiaque Ventoux, il y a plusieurs, ça se mélange un peu. On peut reprendre dans l'ordre. Vous, c'est l'association, c'est la route du cœur? Non, alors, on a démarré, donc Jérôme, tu t'en rappelles, en 2019 avec un événement qui s'appelait Cardiac Ventoux. Et j'avais créé une structure associative, effectivement, qui s'appelait Cardiac Ventoux, parce que dans ma tête, je ne ferais qu'un événement, en l'occurrence celui-ci, au Mont Ventoux, et notamment avec Hubert Auriol. Hubert nous a accompagnés la 2e année, et puis sa disparition, mais évidemment, a changé un petit peu la donne. Et au fur et à mesure, effectivement, on a changé le nom pour appeler ça Cardiac des Monts. Parce qu'on a fait également, alors les monts, vous allez comprendre pourquoi, on a fait un événement au Mont Ventoux, et ensuite on a fait un événement au Mont Saint-Michel. Donc on a appelé ça Cardiac des Monts. Et la route du cœur, c'est un projet, c'est une structure qui a été créée pour mettre en place des événements course au large. Avec quelqu'un qui va arriver maintenant. Il va se dévoiler d'ailleurs, je ne vais même pas le présenter, je vais vous laisser effectivement. Alors ça dépend parce que tout le monde n'est pas encore arrivé, donc ça dépend. On va voir si vous êtes devin un peu sur les. Laurent, est-ce que vous avez le sens inné de savoir qui est toqué à la porte? Parce que moi j'ai les prénoms, donc je sais qui est là. Je sais qui est arrivé. C'est Pierre Brasseur. Non. Non, ou alors il a changé son nom. Maintenant, je peux accueillir sans problème une personne supplémentaire. Et là, du coup, vous allez alors, dire Jean Réveillon. Allez, hop là. Ah, Jonathan. Bonjour à tous. Bonjour, Jonathan. Ça Salut, va? Laurent. Bonjour À tous. Ça va? Alors, qui est Jonathan dans l'aventure, Laurent? Alors, Jonathan Jarige, il va se présenter après, il va nous expliquer tout ce qu'il fait. Jonathan, on se connaît maintenant depuis presque 2 mois, je pense. Je vais pas vous dire ce qu'il fait, parce que c'est à lui de se présenter. On a noué une relation avec une équipe, avec son équipe, avec mon équipe, une relation relativement novatrice sur un partenariat novateur, sur une course que nous avons fait au mois de juillet dernier, qui s'appelle la Rolex Fastnet Race. Et on a engagé un bateau, effectivement, avec l'appellation de Jonathan, qui va vous dire effectivement qui il est et ce qu'il fait. Alors, si j'y arrive à lire, moi, je crois avoir Ça te va, Jonathan? Ouais. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, on a noué effectivement cette relation. Alors, c'est pas ma relation personnelle, vous l'avez bien compris, c'est la relation en fait entre la CFDT Normandie et ses 30 000 adhérents normands, et effectivement l'association pour courir ensemble effectivement sur cette Rolex Fastnet. Et puis un petit peu plus par ailleurs. Donc effectivement, je représente la CFDT Normandie en qualité de secrétaire régional secrétaire général adjoint, pardon. Et donc au niveau interprofessionnel, bien les 30 000 adhérentes et adhérents normands. Vous êtes sponsor? On n'est pas sponsor parce que déjà en qualité d'organisation syndicale, on ne peut pas être sponsor. D'accord. On est bien dans le cadre d'un partenariat avec l'association, et ce partenariat, il vise avant tout à sensibiliser vis-à-vis d'une cause qui peut nous toucher toutes et tous, puisque les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité mondiale et la deuxième cause en France. Donc, on a autour de nous forcément quelqu'un qui a été de près ou de loin confronté à ce type de situation. Voilà, et donc c'est une cause qui nous touche tous. Alors moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. C'est venu comment ce partenariat? Parce que ça vous est pas venu comme ça un dimanche matin en disant tiens hop on va appeler, ils vont faire un bateau, on y va. C'est venu comment?
La CFDT, c'est une organisation syndicale de salariés, hein, ça vous le savez bien, mais c'est également une organisation syndicale, une organisation sociétale qui représente les citoyens et citoyennes. Et l'idée de ce partenariat, en fait, il est venu grâce à des militants voilà, du Cotentin qui sont à la fois militants CFDT et qui sont bénévoles dans l'association auprès de Laurent, hein, voilà, et de l'association. Voilà. Et donc, ils nous ont proposé effectivement de courir pour cette cause. Et donc, on a trouvé l'idée géniale. Et pour la petite anecdote, je le racontais ce matin encore en réunion auprès de notre instance politique régionale. Ce partenariat, il a été contractualisé en un temps record, puisqu'en fait, on s'est décidé peut-être 8 ou 10 jours avant la Rolex Fastnet. Donc, ça a été vraiment un timing où il a fallu être très réactif. Alors, vous, le plus important, c'est le message qui est passé, c'est de pouvoir parler de la santé, d'aventure et c'est quoi exactement ce que vous espérez en fait dans ce partenariat? C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a la cause et la sensibilisation, hein. Donc c'est effectivement sensibiliser pour cette cause comme on se l'est dit, et puis c'est un message aussi d'espoir, hein, puisque le but c'est aussi que les citoyens en général puissent éventuellement aider les différentes associations, hein, et la recherche tout simplement. Donc voilà, il y a plusieurs éléments, mais effectivement c'est quelque chose, et on était un peu méfiant au début, et en fin de compte il y a un engouement qui est vraiment réel, que ce soit en Normandie comme un petit peu partout au niveau de la CFDT nationalement. Alors, avant que je donne la parole à mes deux camarades là-haut qui ont des questions, mais c'est méfiant en quoi? On s'était dit, est-ce que ça va pas être mal pris? Est-ce que voilà, on est toujours à jauger. Alors nous en interne, mais également Laurent vis-à-vis de ses équipes, parce que c'est pas rien de prendre comme partenaire une organisation syndicale avec une situation sociale en France qui est très compliquée actuellement. Et finalement, je crois, sans trop me tromper, en tout cas en interne, ça est super bien passé. Et les retours qu'on a eus effectivement sur le port Chantraine de Cherbourg ont été plus que positifs, quoi. Johan? Non, alors à la fois c'est vachement bien. Ça va peut-être donner des idées du coup de partenariat un peu atypique comme celui-là. Et moi, ma question, c'est comment se formalise un petit peu ce partenariat? C'est vous amener des moyens humains, financiers, enfin comment vous êtes mis d'accord là-dessus? Tu réponds, Jonathan? Ouais. Après, il y a une partie, évidemment, une partie financière, puisque effectivement, nos logos apparaissent sur le bateau. Donc voilà, tout ça représente un coût. Mais avant tout, il y a aussi une partie visibilité pour l'association comme pour l'organisation. On avait un stand sur la Rolex Fastnet à Cherbourg. Donc évidemment, ça c'est pareil, ça représente un coût. Mais c'est aussi une question de fidélisation pour nos adhérents, nous, côté CFDT, qui sont contents finalement de venir nous voir en plein été, alors qu'on a souvent cette réputation, hein, syndicaliste, vous êtes en vacances, l'été on ne vous voit pas. Enfin voilà, non, là on est vraiment sur le terrain, on a été sur le terrain tout l'été d'ailleurs. Sympa. La Normandie. Et là, ça faisait partie de ces opérations un peu voilà, auprès des travailleurs saisonniers, auprès du grand public. Et en même temps, l'association est présente à nos côtés. Et donc, c'est vraiment une aventure humaine que je peux le dire, hein, parce que ça a été qualifié comme ça par des collègues. Génial. Une aventure humaine exceptionnelle. Très bien. Jérôme, une question avant d'accueillir quelqu'un qui fait. Alors, qui tient la barre dans le projet. Une question, oui, oui ou non très rapide. C'était surtout féliciter Jonathan et ses équipes parce qu'il n'y a pas mieux que le sport pour moi pour relier les gens, qui soient de même opinion syndicale, qui soient de même ou d'autres opinions politiques. Je dis bravo pour la réactivité. Vous disiez, Jonathan, que ça s'est décidé très rapidement,
Bravo pour être passé au-delà de toutes les questions. Vous avez raison. Dans la situation politique et syndicale et sociale dans laquelle on est, pas syndicale, pardon, sociale, ça pouvait être mal pris, ça pouvait être bien pris, etc. Donc, moi, je dis bravo pour ça. J'ai pas de questions. Dernier truc, c'est un conseil. Il a l'air de faire froid en Normandie, Jonathan. Venez sur Aix-en-Provence, on est en t-shirt. Hein. Cherbourg, c'est toujours le cas. Et juste quand même pour compléter, Jérôme, merci de ce compliment, mais dans nos adhérents, on a énormément de sportifs et on a même des sportifs de haut niveau. Voilà, je ne vous en citerai pas, mais il y en a un célèbre dans nos adhérents normands. Vous connaissez toutes et tous Dorian Louvet. Pas du tout. Voilà, Dorian Louvet, il était adhérent à la CFDT en Normandie. Et du coup, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais des sportifs, on en a énormément. Vous avez une équipe de sport dans la section régionale? Vous faites un club? Vous avez quelque chose? Non. Même pas dans les ce qu'on appelait les corpos. Vous n'avez pas connu ça dans les entreprises? C'était... Si, mais ça joue pas? Non, mais on a des militants et des adhérents qui participent effectivement, notamment à la SNCF, au club, voilà. Et je crois qu'il y en a qui nous regardent, donc on les salue. Mais au-delà de ça, on soutient les associations principalement. On va accueillir Pierre. Alors, je vois pas sa caméra. Je sais qu'il est là, mais je sais pas s'il se cache derrière la caméra ou pas. Donc, on va voir ce qui va se passer. Pierre Brasseur, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Il nous fait la voix mystère. Bonsoir Pierre. Il se cache, pas de caméra pour Pierre. Non, c'est pas ça. Je suis désolé. Je suis à la maison. J'ai les petits en coucher là, donc je suis. Non, mais on a l'impression de parler au skipper qui est dans son bateau. Moi, je trouve ça, c'est même mieux. Vous savez, nous, on vient de l'univers de la radio. Nous, c'est magique. Hein, on entend la voix, c'est ce qui nous suffit. Bonsoir Pierre Brasseur. Alors, d'abord, je dois dire félicitations parce que vous avez quand même une petite carrière, quoi, en fait, déjà. Bah, effectivement, ça fait un moment que je fais de la course. Ça fait plus d'une quinzaine d'années. Donc oui, il y a eu des bons résultats et je suis ravi de retourner sur l'eau avec bientôt mon projet et pour avoir, j'espère, d'autres beaux résultats. Comment on s'entraîne sur un projet comme ça? Parce que là, on prend un temps d'avance quand même, si je ne me trompe pas. Il y a quelques mois d'attente encore. Ouais, alors déjà, on va participer à la Transat Café L'Or là au mois de novembre. D'accord. Donc c'est le départ dans 50 jours. Donc ça, c'est déjà un super entraînement. C'est une course en double. C'est un peu le même parcours que la Route du Rhum. Hein. C'est départ du Havre, arrivé en Martinique, et la Route du Rhum, c'est départ de Saint-Malo, arrivé en Guadeloupe. Donc et à la même période. Donc c'est sensiblement le même parcours, donc ça c'est déjà un très bon entraînement. Et en fait on s'entraîne à peu près toute l'année. Il y a des stages d'organisés, notamment à Lorient, où on est plusieurs skippers, on se regroupe, on a un entraîneur et on bosse des thèmes précis. On peut s'entraîner dans son coin aussi quand on souhaite travailler certaines choses. Donc en fait on s'entraîne un peu toute l'année. Alors j'ai une question bête, mais vous avez quel âge, Pierre? Moi j'ai 45. Pas encore de problème cardiaque alors? Écoute, je fais des tests parce qu'on doit passer des électrocardiogrammes et tout pour participer aux courses. Tout va bien de mon côté, pourvu que ça dure. Quand on sait pour quelles raisons on va courir, c'est que là on court pour parler de santé, pour parler de cœur et d'aventure, ça change la donne? Ouais, tout à fait, parce que effectivement, en fait, quand on est dans le bateau, notamment en solitaire, franchement, des fois, on se demande ce qu'on fait là, quand il fait mauvais temps et qu'on est fatigué, etc. Et c'est vrai que d'avoir une cause comme ça qui nous dépasse en fait et qui touche beaucoup de monde, ben ça redonne du baume au cœur, si je puis dire, et ça redonne de l'énergie. Et aussi, il faut le dire, en fait, comme on a un sport comme on a besoin de sponsors, et ben quand la cause est belle, c'est d'autant plus facile d'en parler et de la représenter. Donc moi, ça me va tout à fait. Jérôme? Justement, Pierre, dans le cadre du choix, entre guillemets, c'est un échange avec les sponsors, les partenaires. Vous êtes capable aujourd'hui de dire non, avec ce partenaire, je n'y vais pas parce que je ne suis pas en phase? Alors, c'est une très bonne question. Pour ma part, oui. Franchement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand on est skipper, effectivement, on a besoin de sponsors, donc on représente des entreprises, des marques, etc. Et pour moi, c'est important d'être en phase quand même avec le message qui est passé. Et là, je dois dire que ça me correspond. Donc je suis vraiment heureux parce que
Bah, trouver les sponsors, c'est dur. Moi, j'en ai cherché pendant longtemps et là, c'est vraiment le fruit d'une rencontre et je trouve que c'est super quand ça se passe comme ça. C'est plus facile à expliquer aux enfants que vous partez sur la mer pour une belle cause? Ouais, aussi, exactement, exactement. Ouais, non, mais franchement, bah, pour les enfants, pour la famille, pour tous les gens, pour tous les proches, parce que c'est vrai qu'on part quand même beaucoup, souvent. Et ben effectivement, si le message est beau et a du sens, ben oui, c'est plus facile. Jérôme? Et du coup, c'est pas bon, il y a la course principale, les autres courses pour s'entraîner ou pour être en compétition. Mais j'imagine que, comme vous le dites, ben, vous êtes en phase complète avec les partenaires. C'est pas un travail uniquement sur la course, c'est-à-dire que à longueur d'année, peut-être que vous participez à des conférences, peut-être que vous participez à des débats, parce que vous êtes un sportif de haut niveau et que vous montrez ces valeurs et vous mettez haut le drapeau, j'allais dire, en haut du mât, de ces partenaires. Ouais, c'est ça, toute l'année en fait. Donc ça, c'est un programme qu'on construit tous ensemble avec les partenaires. Effectivement, il y a des animations dans lesquelles je suis présent. Il peut y avoir des visites dans les entreprises ou au niveau des confédérations. Au départ des courses, en général, il y a beaucoup de sollicitations aussi parce que faut savoir qu'avant le départ d'une course comme la Route du Rhum, en fait, pendant 15 jours, les bateaux ils sont au port et pendant 15 jours, on montre le bateau, on échange beaucoup. Donc effectivement, tout au long de l'année, il y a beaucoup d'opérations. On fait des sorties aussi pour faire naviguer des personnes, pour leur faire découvrir un petit peu ce que c'est que le bateau. Donc on fait beaucoup d'opérations comme ça. On appelle ça de relations publiques, ouais. Là Et où du coup, vas-y, Jérôme. alors je sais que les sportifs, ils aiment pas parler de résultats avant, mais en gros, vous partez pour la gagne. Pour la Route du Rhum, oui, oui, clairement. Non, mais Bah, moi j'ai déjà gagné la Transat Jacques Vabre. La Route du Rhum, j'ai fait 5e. Là, j'aimerais bien viser la victoire, bien sûr. Pierre, on va donner quelques secrets. Quand on part pour la Jacques Vabre, donc maintenant qui s'appelle Café L'Or, et la route du Rhum, on emmène quoi dans son bateau? Ouais. Qu'est-ce qu'on emmène? Alors, on emmène, ça dépend des gens. Alors, je m'occupe personnellement de l'avitaillement voilà, pour Du gigot d'agneau, pommes de terre, des avoir de la pâtes, variété, en de fait. la raclette. Non, En ça fait, c'est moi si je prends le bateau. ouais. Ouais, on mange très bien, hein, on mange très bien parce qu'en fait maintenant il y a des plats apertisés, il y a même des plats lyophilisés qui sont franchement pas mauvais. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une diversité de recettes. C'est ça qui est important, c'est d'avoir beaucoup de recettes différentes parce que si on mange toujours la même chose, au bout d'un moment il y a de lassitude et tu manges moins, donc tu as moins d'énergie, donc tu rentres dans une mauvaise spirale. Donc franchement, on mange très bien sec. Après, après sur les petits gadgets, moi j'écoute pas mal de musique. Donc voilà, j'ai une enceinte, j'ai une playlist fournie, un Ah, livre. J'embarque tout. laquelle on veut savoir de la playlist? Oh, c'est hyper varié, On c'est en- hyper varié. Ah, Ouais, va falloir je nous pourrais envoyer faire. la liste. Ouais, je Ouais, pourrais ouais, ouais, partager nous la la veut. playlist, ouais, carrément. Il y a vraiment de tout, mais en fait, je mets la playlist et je fais shuffle, tu sais, au hasard. Au hasard, ouais. Et du coup, j'adore parce que il y a il y a plein de morceaux qui passent que ça fait longtemps que t'as pas entendu. Enfin, c'est top. Et j'emmène toujours un bouquin aussi. Même si des fois je lis pas, mais ça peut Au m'arriver. cas où, Par quoi. exemple, ouais, ça dépend de la météo, et c'est vrai que ça peut m'arriver de lire quelques pages ou même un bouquin en entier sur une transat. Ça m'arrive. Ouais. Ouais. Le choix est déjà fait du livre? Non, pas encore. Là-dessus, non, pas encore. Non. Il se fait quand ce choix du livre? Juste avant de partir, devant Ouais, le relais du coin? ouais, non. En général, je demande à des amis qui connaissent un peu, enfin que je connais leur goût littéraire, et puis je leur demande un peu le dernier livre qu'ils ont aimé, et je fais mon tri là-dedans, quoi. Jérôme? Non, je me disais, hein, quand on parlait de playlist, que puisqu'on écoute aussi de la musique sur Radio Sport, Oui. que Pierre pourrait nous fournir une playlist en nous disant voilà ce que j'écoute, et nous on pourrait aussi la mettre Ah, mais pendant de toute toute la façon, durée. exactement, c'est pour Mais ça que j'avais, surtout, je me demandais s'il y avait de l'internet et s'il pouvait écouter Radio Sport. c'est Ah pas ouais. obligatoire. Attention, l'internet, c'est réglementé chez vous, là, sur les bateaux, là?
Alors, c'est réglementé, pas vraiment. En fait, non, on a accès à Internet. Ah ouais. En fait, maintenant, tout ce qui est communication satellite, enfin, vous savez autant aussi bien que moi, ça explose en fait. Et maintenant, on peut avoir un accès, parce que c'est nous qui allumons quand même l'antenne, hein, mais si on veut, on a accès H24 à du net. Et après, sur le net, je vais où je veux. Ce qui est interdit, en fait, c'est l'assistance météo. C'est-à-dire que je peux pas demander à quelqu'un à terre de travailler la météo pour moi et me donner la route idéale. Mais vous Donc ça, pouvez regarder la météo qui est livrée par Internet. voilà, tout ce qui est sur Internet, je peux y aller. Ouais, ouais. Il me semblait, alors peut-être que je me trompe, que sur certaines courses de voile, il y avait ce qu'on appelait des routeurs. D'ailleurs, il me semble que celui qui présente la météo, j'ai oublié le nom, Louis Baudin. Louis Louis Baudin, Baudin. sur Mm. RTL et sur J'ai TF1, reçu aussi pour il était routeur pour des voiliers, hein, c'est ça? Oui. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, c'est en multicoque. En fait, sur les multicoques, notamment sur la route du Rhum, ils autorisent le routage parce qu'ils considèrent que les bateaux sont dangereux et que ça permet aux marins de se dégager un peu de temps, enfin plus de temps pour être sur le pont et pas devant l'ordi. Donc, sur les multicoques, le routage est autorisé, mais pas en monocoque. Johan, je vois dans tes yeux que tu as une question qui te brûle les lèvres. Non, tu as coupé ton micro, Johan. Ah ouais, pardon. Non, bah moi je connais bien un copain qui fait un peu de voile aussi, c'est Damien Seguin. Ouais. Je voulais juste te dire, Pierre, que j'ai vraiment beaucoup d'admiration. Alors, je sais que le milieu de la montagne et le milieu de la mer se rapprochent quand même. C'est peut-être une idée aussi, Laurent, à développer pour un prochain défi, peut-être. Tu veux faire du bateau en montagne? Mais on a fait, hein, on recevait les marins à Avoria, on faisait des Ouais. échanges qui étaient pas mal. En tout cas, voilà, je voulais juste te féliciter et profiter de ce moment un peu radio où je trouve que vous êtes Comment des grands. il se place pour faire son tour de bateau, lui? T'as vu le Jérôme? Ouais. Il est plus fort que nous, lui. Hein. Je te signale. Des bateaux, on en voit dans toute situation. L'autre jour, je dois même avoir une petite vidéo. Il y a un mec qui était en voile, là, en parapente, je sais pas quoi, dans un kayak et il est arrivé, je sais pas d'où il sortait. J'étais en Espagne, il est arrivé à se poser sur l'eau avec sa voile au-dessus et lui dans son kayak. Je me suis dit, tiens, voilà une utilisation magnifique du kayak et de la voile. Laurent, Celui, on parle d'aventure là avec Pierre, puisque les marins, c'est par définition l'aventurier ultime, hein, parce que ils partent, il y a un réel risque, hein, il n'y a plus le pied sur terre, tout peut arriver. C'est une aventure que vous auriez aimé faire? La voile? Ouais. Oui, probablement. Oui. J'étais plutôt proche de Laurent Bourgnon à une époque et on avait envisagé de faire des choses. Après, il faut savoir que le monde de la mer est assez proche du monde de la terre parce que figurez-vous que sur le Paris-Dakar, il y avait énormément de marins qui copilotaient des pilotes. Je pense ouais. à Loïc Perron, bien évidemment. Je pense à Philippe Monet, Alvaro Mabir. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc oui, j'aurais aimé, mais dans une prochaine vie peut-être, je ne sais Alors, pas. c'est comme le coup du cycliste, vous étiez bon, mais pas suffisamment pour aller plus loin. Oui, et puis c'est Juste bon. un engagement très fort aussi, et de là à faire d'autres défis. Donc je pense que j'ai passé l'âge. Aujourd'hui, j'essaye plus d'être dans la transmission et d'aider un sportif comme Pierre à prendre le départ de course. Et moi, quand Pierre prend le départ d'une course, notamment la Rolex et bientôt la Café L'Or auquel il va participer, ça me convient, ça me suffit, quoi. Parce qu'il nous représente de manière efficace et tout en étant présent avec les partenaires également, c'est magnifique, quoi. Alors, j'essaye de faire un lien avec tous nos invités. J'ai bien compris qu'il y avait des sportifs de haut niveau à la CFDT, Normandie ou nationale. Mais Laurent, je voulais te poser une question. À ta connaissance, sur les grands marins ou sur des courses un petit peu, je ne sais même pas si le Tour de France à la voile existe encore, mais est-ce qu'il y a des transplantés à ta connaissance qui se lancent dans des grandes aventures à la voile? Alors, des grandes aventures, je ne sais pas, je pense pas. Néanmoins, des courses sur ce qu'on appelle des 650, oui, il y a quelques marins qui font ça. Ensuite, dans les maladies cardiovasculaires, tout le monde n'est pas transplanté. Il y en a aussi qui ont d'autres problèmes.
qui reste néanmoins une maladie cardiovasculaire. Mais oui, à ma connaissance, il y en a qui le font. Ouais. Donc, c'est pas incompatible, hein, c'est ce que je voulais dire. Non. Mais vous savez, moi, j'ai un ami qui est transplanté cardiaque total. J'aimerais avoir sa santé, quoi. Ah, ça, on n'est pas tout à fait tous au même niveau sur la santé, hein, qu'on soit clair. J'aimerais avoir sa santé, quoi. Il y en a certains. Pierre, une question que je sais que les marins n'aiment pas forcément répondre à ça, c'est est-ce que par moment vous avez peur sur le bateau? Pas de la peur. Ça peut être, on va jamais jusqu'à la peur, parce que on est, Alors, Pierre, j'essaie de pas aller jusque là. Alors, on a vraiment les effets du live. Hein. Pierre, ouais, c'est vrai, c'est bien vu dans le direct. On est en direct. Pierre, si vous m'entendez, c'est en fait là, on a vos mots qui sont arrivés tous en même temps ou pas du tout. C'est les joies des cartes son ou des téléphones ou des liaisons comme laquelle on a. On va essayer de voir si vous arrivez à revenir avec moi. Dites-moi une phrase normale, vous allez bien? Ouais, je l'entends bien en tout cas, moi, parfaitement. Voilà. Ok, parfait. Donc c'est revenu, parce qu'en fait, on a eu tous les mots d'un coup. Donc je vous demandais, est-ce qu'il y a des moments où vous avez peur sur le bateau? Non, je disais que ça pouvait être du stress, mais jamais jusqu'à de la peur. C'est-à-dire que pour moi, la peur, c'est quand tu contrôles plus et on essaye d'être toujours quand même dans le contrôle. Donc, il y a de l'appréhension, du stress, mais ça va jamais jusqu'à la peur, non. À quel moment on se dit, ça y est, on est arrivé? C'est quand on est vraiment proche de la ligne ou quand on a le pied sur terre? Moi, pour ma part, c'est quand j'ai le pied sur terre, parce que tant que la ligne n'est pas franchie, franchement, c'est pas une blague, mais il peut se passer toujours des choses. Il y a des retournements de situation incroyables qui peuvent se passer dans les derniers mètres. Donc, moi, ça s'arrête quand j'ai posé le pied à terre. Alors, on va vous suivre hein, forcément sur votre aventure, puisque maintenant, une fois que nous, c'est comme le tampon. Alors, nous, on n'aura pas, je suis désolé, on n'aura pas le grand ticket Radio Sport sur le. Mais promis, on va vous amener en autocollant. Vous pouvez le mettre où vous voulez. On parlera de vous avec grand plaisir. Quand vous allez partir sur l'aventure, vous allez communiquer, je suppose, régulièrement ce que vous allez faire. On a vu sur les dernières courses au large, là, ça marche du tonnerre. Les aventuriers qui donnent leur coucher de soleil, leur lever de soleil et leur tambouille. Je pense que si vous voulez faire que ça cartonne, donnez votre playlist et la recette de votre repas du soir, ça va marcher. À quel moment vous direz, là, j'ai raté ma course? Est-ce qu'il y a un moment où vous risquez de vous dire ça? Alors, ce qui est difficile en voile, c'est qu'en fait, ça peut être soit au début, soit à la fin. C'est ça qui est difficile. C'est que quand tu pars, on a des prévisions météo à une semaine qui sont à peu près correctes. Et là, la course, elle dure 15 jours. Donc, même si dès le départ, on peut avoir du retard, il faut jamais se dire que c'est fini, parce que sinon, ça sert à rien de partir. Et puis du coup, tu mets pas l'énergie qu'il faut. Donc ça, c'est sûr que dans ce cas-là, tu te refais jamais la cerise. Mais non, pour moi, tant que le premier n'a pas passé la ligne, pour moi, la course, elle est pas finie. Parce que il y a plein d'exemples. La dernière Route du Rhum, Alex Thompson, il était en tête, il s'est échoué sur les côtes de Guadeloupe. Enfin, donc il y a plein d'histoires comme ça de marins qui perdent la course au dernier moment. Donc tant que le premier a pas passé la ligne, si c'est pas moi, je continue d'y croire. Donc là, la Café L'Or top 10 et la Route du Rhum top 1. Ouais, c'est ça, ouais, même top 5, hein, on va essayer là sur la Café L'Or là. Ouais, donc et en tout cas, sur le bateau, il peut tout se passer. Je me permets, sur la Rolex Fastnet, d'ailleurs, on était tous effectivement sur notre téléphone. Rappelle-toi, Jonathan. Bah oui. C'est une course qui a duré 2 jours et demi environ. Et Pierre et Milan Kolachek, c'était un des skippers du bateau de Pierre avec Adrien Hardy. Ils ont été premiers quasiment presque 24 heures, quoi, pour se faire déborder dans les dernières heures. Et ils ont fini vraiment dans un mouchoir de poche, quoi. Donc, sur une course de 2 jours et demi qui était un sprint, il s'est passé des choses. Donc, sur une course de 20 jours, effectivement, Pierre a raison. Tu as dit, Fabrice, un top 10. Pierre a dit non, 5. Mais ça reste jouable parce que sur 20 jours, il peut tout se passer, quoi. Il peut tout se passer. Jérôme ?
voulais demander à Pierre s'il avait l'intention d'amener un animal, parce qu'on a vu à la dernière route, la dernière Jacques Vabre, voire d'autres avant, il y avait un bateau qui était sponsorisé, un skipper avec une poule. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Oui, je vois bien, ouais, je vois bien. Alors, il l'emmenait pas sur les courses, hein, sa poule. Hein. Non. Ah bon, c'est interdit sur les bateaux. Non, c'est pas interdit, mais en tout cas, en fait, il faisait un voyage autour du monde avec une poule. Mais lui, c'était de la croisière voyage, quoi. Il allait dans le Grand Nord, etc. Mais sur les courses, non, il y a pas. Je pense pas que ce soit interdit. Mais moi, je préfère pas emmener d'animal sur un bateau. Il y a déjà tellement peu de place non, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Alors justement, il y a peu de place. Vous emmenez quoi en dehors de la bouffe et de la flotte dans le gros container? Vous emmenez quoi? Un objet fétiche, brosse à dents et autres? Bon, alors brosse à dents, oui. Enfin, un petit nécessaire de toilette, brosse à dents. Bon, voilà, moi j'ai un petit gris-gris, c'est un collier, voilà, qui m'est cher, et pas plus que ça, quoi. Et rien de plus. Et après, on a un duvet pour deux et un pouf pour deux dans lequel on s'allonge à tour de rôle, quoi. On va considérer que vous allez dormir combien de temps d'affilée? 2 heures, 3 heures maxi? Ouais, c'est ça, ouais. Maxi, c'est ça, ouais. On met combien de temps à s'en remettre d'une course comme ça? Une dizaine de jours, parce qu'en fait, quand on arrive, on est sur l'euphorie en fait de l'arrivée, donc la fatigue, elle vient toujours, j'ai envie de dire, presque 3 jours après, parce que quand tu arrives, tu es toujours dans l'euphorie de la course. En plus, voilà, les Caraïbes, c'est sympa, donc c'est festif, donc pendant 2-3 jours, tu es plein d'énergie, et puis après, t'as un gros coup de barre où là, il faut une bonne semaine quand même pour s'en remettre, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai une carrière qui est pas sportive, mais dans les univers sportifs, j'ai fait plusieurs fois le Tour de France. Et au bout de 21 jours ou 26 jours, donc c'est à peu près le temps que vous allez mettre pour traverser de souvenirs, c'est à peu près pour la route, pour le Jacques Vabre, c'est 15 jours, c'est ça? Ouais, une quinzaine Moi, on de me jours. disait que j'avais un caractère de cochon quand je rentrais. J'étais insupportable. On vous trouve comment quand vous rentrez à la maison? Ouais, j'avoue que c'est un peu ça. C'est assez juste. En fait, il y a un petit peu le côté, vous savez, dépression d'après. C'est tellement intense en fait que après, ça fait un peu fade et du coup, on est un peu grognon et un peu en manque en fait. Hein. Et j'avoue que pour les proches, c'est pas la meilleure période parce que eux, en fait, ils nous attendent parce qu'on est parti, etc. Et en fait, nous, on met un peu de temps à atterrir et ouais, il y a un peu ça, ouais, il y a un peu ce caractère de cochon. Ouais. Jérôme? C'est pour ça c'est pour ça qu'à l'arrivée, en général, je veux pas rentrer trop vite pour être sûr que quand je rentre, je suis bien, quoi. Non, alors ce qui me faisait penser par rapport à la voile et la course au large, il y a deux trucs. Hein. Il y a la voile olympique et puis la course au large. Est-ce qu'on a vu, je crois que oui, mais pas nombreux, des champions olympiques ou des gens qui pratiquent la voile, le 4,20, le 4,70, et j'en passe, aller à la course au large ou on va directement à la course au large? Il commence à avoir de plus en plus d'athlètes olympiques qui viennent à la course au large. Ça commence à venir de plus en plus, mais c'est vrai qu'avant, c'était pas vraiment le cas. Avant, c'était vraiment deux disciplines distinctes. Mais de plus en plus en fait d'athlètes olympiques, effectivement après avoir fait leur carrière, basculent vers la course au large. Ouais, ça commence à venir et c'est super parce qu'ils ont une expertise qui est très bonne et ils amènent leur esprit de compétition, ils amènent leur rigueur, donc ça fait monter le niveau, donc c'est top. Et on a une question, parce que vous savez que vous pouvez toujours poser des questions, vous êtes sur Radio Sport, vous pouvez poser des questions, on a plusieurs canaux, on a YouTube, on a les messages, il y a WhatsApp, je reçois des gens, d'ailleurs, c'est mon numéro perso celui-là, je le rappelle quand même, certains ils abusent, c'est Isabelle qui pose une question, c'est Pierre, vous êtes né comme tous les marins, sort de tempête? C'est une bonne question. Franchement, j'ai jamais demandé. Mais moi, je suis pas né près de la mer. Moi, je suis né en Picardie à Amiens, donc et pas du tout dans une famille de marins. Donc, Comment vous êtes tombé dedans? En fait, je suis tombé dedans en faisant des stages de voile à l'école, tout simplement, assez banalement. Et j'ai attrapé le virus comme ça. Et après, dès que je pouvais, en fait, je cherchais tous les moyens possibles autour de moi pour m'emmener à la mer tant que j'avais pas 18 ans.
Et puis dès que j'avais 18 ans, bah là, j'ai été m'installer près de la mer et voilà. Il a commencé, Pierre, alors peut-être un optimiste, hein, du coup. J'ai commencé par la planche à voile. Ouais. Parce que moi, en fait, je suis pas devenu un grand matelot, un grand marin, mais à Versailles, non, mais écoutez, à Versailles, dans les années 73, au collège, eh ben, on faisait 3 heures de voile tous les 15 jours sur des optimistes et des caravelles, mesdames, messieurs. J'aurais pu donc devenir un grand marin, d'eau douce. sauf que moi, j'ai peur. Hein. Tout à l'heure, tu posais la question de la peur. Me retrouver tout seul là au milieu, je crois que je partirais en courant, même si je peux pas, évidemment. Mais voilà. Mais c'est bien de faire de la voile à l'école. Ah ouais, c'est super. Mais on est quelques-uns, marins, à être issus un peu plus tôt des terres et à réussir à percer dans ce milieu. Il y en a quand même quelques-uns. Johan? Ouais, alors moi, je voulais poser la question peut-être plus à Jonathan et Laurent qui vivent ça à terre. Moi, j'ai connu l'aspect un peu comme Pierre, d'être le sportif qui part dans l'action. Et effectivement, il y a la dépression du retour, entre guillemets, voilà, le petit moment où on a besoin de se remettre un peu de tout ça. Mais vous, de votre côté, je pense que c'est aussi un peu pareil avec tous les collaborateurs, avec tout le monde. Enfin, j'imagine que vous mettez en place des choses pour suivre Pierre et suivre le bateau. J'imagine que ces 15 jours vont être de feu et ça va suivre de ouf le bateau. Puis bah, après, c'est la fin, c'est fini. Je sais que d'un point de vue supporter, presque peu importe le résultat, mais j'imagine qu'il y a ça aussi un peu là, ce truc de se dire ah putain ça y est c'est fini, faut qu'on retrouve quelque chose pour se remettre sous la dent, non? Jonathan, vas-y. Ouais, non, ben oui, bien évidemment. Alors pour la petite anecdote, quand on a négocié, alors moi étant cherbourgeois, évidemment que j'ai un amour pour la mer, comme voilà, nombreux et nombreuses qui habitent le long du littoral ou dans une ville côtière. Pour autant, je n'y connaissais absolument rien en course de bateau, mais voilà, comme beaucoup des militants et militantes qui ont suivi la course. Et en fait, c'est assez drôle parce que, pour tout vous dire, alors, ça me permet de rebondir un petit peu avec ce que Pierre a dit tout à l'heure, quand il vous dit top 5 hein, et non top 10. Bah, c'est vrai que les militants et militantes, quand ils vont négocier un accord devant un patron, ils y vont pour effectivement convaincre le patron et aboutir effectivement à un accord pour les salariés. Et cette rage de vaincre, effectivement, bah, c'est ce qui nous rapproche des sportives et des sportifs. Et en l'occurrence, il y a eu un engouement, mais alors incroyable dans nos troupes. Et finalement, bah, alors, c'est un peu grossi ce que je vais dire, mais Pierre, il courait pas avec la CFDT Normandie. En fait, il courait avec 640 000 adhérentes et adhérents. Mais c'est génial. Du coup, on a été obligé de mettre un truc en place, et c'est là que je voulais en venir. On a mis en fait sur nos réseaux sociaux en place une forme de live. Donc avec les évolutions de la course et un point bateau qui au début était une fois par jour réalisé par le militant, enfin l'ami qu'on a en commun et à la fin on l'a même fait 2 fois par jour, 2 ou 3 fois par jour avec un point précis, voilà, sur 1 ou 2 minutes. Faut faire gaffe, ils vont plus bosser. Suivi du tonnerre de Dieu, incroyable. Non mais c'est génial, comme quoi ça peut moi je pense que ça peut donner quand même des idées à l'auditrice là de choses comme ça extraordinaires qui peuvent se passer dans les choses qui ne sont pas forcément cousues de fil blanc, on va dire, et qui fonctionnent. C'est génial. Laurent, vas-y, Jérôme. Le coup de... Non, j'attends, parce que Laurent, le côté cardiaque, là, vous êtes... ouais, vous avez donc, 2 valves, c'est ça, hein, c'est 2 valves qu'on a... Oui, puis 3 opérations après, oui. On vit comment ça? Parce que moi le médecin, je ne suis pas encore à ce niveau-là, moi le médecin me dit, on se détend, hein. Là, pendant la course, vous n'allez pas vous détendre. Alors, on se détend, oui, par obligation, mais évidemment, j'ai un tempérament plutôt taciturne, moi, donc ça me va. Au niveau de la santé, j'ai maintenant l'avantage de bien me connaître, donc et de savoir ce que je peux faire et pas faire, quoi. Donc, mais je suis à fond, comme quand j'étais dans le sport, quoi. Donc, il faut qu'on dise à Pierre de ne pas gagner trop vite, c'est ça? Sinon, vous n'allez pas tenir. Alors, s'il gagne, c'est magnifique, bien évidemment, et c'est tout ce qu'on se souhaite tous mutuellement, bien évidemment, c'est qu'il soit
le plus près possible de la ligne, qui porte haut les couleurs effectivement de ce que nous défendons, qui porte les couleurs de notre partenaire avec brio, et ça, il sait le faire, il n'y a pas de problème. Mais je sais aussi que le sport, ça peut être plein de retournements de situation, quoi. C'est comme nous avec le direct, ça peut marcher, pas marcher. Ouais, c'est ça. C'est comme le direct, ça peut marcher ou ne pas marcher. Oui. Jérôme, je vais te donner la parole, mais je vais juste demander à Pierre, c'est quoi le programme là maintenant, à partir de maintenant jusqu'au départ? Pour vous, c'est quoi le programme? Alors, le programme, c'est ce week-end. Là, je participe à une petite course à Saint-Malo sur un autre équipage, mais moi, ça me sert d'entraînement. Ensuite, on a 3 semaines d'entraînement sur l'Orient. Et après, on va monter au Havre autour du 15 octobre. Donc, ça va venir très vite pour rentrer dans le bassin, pour les 10 jours en fait avant le départ où tous les bateaux sont dans le bassin. Donc là, il me reste 3 semaines d'entraînement là. Ouais. Le transit du bateau jusqu'au bassin, c'est une zone à risque? Ouais, ça peut parce que la Manche, il y a beaucoup de trafic maritime, cargo, pêcheurs. Donc ouais, il faut être vigilant. Il faut être vigilant jusqu'à l'entrée dans le bassin. Il faut être vigilant, ouais. Jérôme? Alors, juste un truc, je dis que c'est bien. Alors, je vais le dire, c'est pas jeu de mots, à la CFDT de se mouiller. Mais la dernière fois, au Havre, on a pris une drache avec Paco là-bas. Parce qu'il y avait François Hollande, vous connaissez peut-être au niveau de la CFDT. Il pleut ici, là. On a pris une drache quand il était là et on est resté comme d'habitude. Mais il était là pour une bonne action aussi, évidemment. Il était partenaire avec une association d'un bateau dont j'ai oublié le nom, qui était un bateau rose, une association pour les sans-abri ou je ne sais plus. Et alors, il y a une question qui me turlupine au niveau des bateaux et de la mer depuis très longtemps. Et parce qu'on m'a toujours dit, c'est pas l'homme qui prend la mer, mais c'est la mer qui prend l'homme. Ok, je sors, je sais pas. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est dans la playlist? Ah non, c'est pas dans la playlist. Non, c'est pas dans la playlist. Mais je crois bien que c'est la mer qui prend l'homme. Ouais. Pierre, là, on va forcément vous suivre maintenant qu'on connaît quasiment toute votre vie, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas en chanson. Le plat préféré dans ce que vous emmenez, c'est lequel? Alors moi, ça va être le poulet au curry. Le poulet au curry, mais vous allez l'avoir à l'arrivée, ça. Non, j'en ai. Alors, il sera meilleur à l'arrivée, ça clairement, mais j'aime beaucoup ça en mer. Ouais. Alors à l'arrivée, c'est pas du curry, c'est du colombo. Ouais, c'est du colombo. C'est du colombo. Pierre, avant de vous libérer, parce que je suppose que vous avez aussi des enfants, tout ça, et vous occupez. Quel est votre coup de cœur ou coup de gueule de la semaine, puisqu'on parle aussi de tous les sports, nous sur Radio Sport. On a parlé tout à l'heure en début d'émission du foot, bof, du rugby au top et du basket out. Vous, il y a un coup de cœur, coup de gueule sur le sport en ce moment? Ah, bonne question, parce que moi, je suis un fan de sport, donc je suis le sport dans tout. Et j'ai un petit coup de gueule basket. Franchement, allez-y. Franchement, j'ai suivi leur parcours. Et ils m'ont plutôt emballé sur le parcours de qualif. Et du coup, déception sur le 8e là. C'est dommage parce que voilà, je trouve que l'équipe elle est jeune, elle a du potentiel et là, ils sont ratés. Alors, j'en veux à personne, mais bon, ils sont passés à travers, quoi. C'est un peu dommage. Alors, vous pensez que c'est quoi? C'est la jeunesse ou ils n'ont pas pris le truc aussi sérieusement qu'il aurait fallu? Vous êtes sportif, vous avez une idée là-dessus? Ouais, je pense que c'est la jeunesse. Je pense ils ont pas pris le match par le bon bout. Ils se sont fait déborder par l'agressivité en face et ils ont pas réussi à réagir. Donc je pense que c'est de la jeunesse et qu'il manque peut-être, il manquait sûrement un mec ou deux en plus de caractère là dans l'équipe pour bouger tout le monde. Donc un peu déçu. C'est vrai que j'ai été déçu pour eux là. Ouais. Oui, je rappelle que on sortait la dernière compétition faite par l'équipe de France de basket avec ses stars, et qu'on était finaliste, presque vainqueur des JO, presque médaille d'or des JO. Voilà, c'est pour ça qu'on est déçu, parce que quand on monte le curseur à un moment donné, quelle que soit l'équipe ou quel que soit l'individuel, on attend toujours que la fois d'après, on soit encore meilleur. Donc voilà, ça n'a pas été le cas. Mais le talent est là, quoi. C'est ça qui est dommage. Ouais, mais il y avait une équipe de jeunes, il faut les laisser. Les stars n'étaient pas là pour beaucoup. Donc voilà, c'était leur première compète en gros.
Ah ouais, bah j'espère que ça sera fondateur pour eux et que, ah oui, complètement, hein, je leur souhaite vraiment de réussir. Mais c'est parce qu'on sent le potentiel, quoi. C'est pour ça qu'on est déçus. Jonathan, coup de cœur, coup de gueule de la semaine, c'est quoi pour vous? Ah bah, très clairement, le coup de gueule, alors j'en ai un principal, hein, c'est évidemment les blessures de Désiré Doué et de Dembélé. Ah, footballeur. Coup de gueule, pas forcément après Didier Deschamps, mais coup de gueule très clairement vis-à-vis des institutions du football. Moi, je suis désolé, ce sont... alors certes, la Coupe du Monde des clubs est une compétition qui peut pallier à certaines demandes de gros clubs et compagnie, hein, qui voulaient la Super League. Mais à un moment donné, pour les organismes des sportifs, pour le monde du sport, on voit bien qu'il y a un manquement, qu'il y a un manquement de repos, qu'il y a un manquement sérieux de préparation. Et finalement, bah, ces saisons à 110, 120 matchs, hein, parce que là, on était à 92 matchs, je crois, pour le PSG. À un moment donné, bah, ça finit par faire mal. Et donc là, on va perdre effectivement de joueurs importants quand même pour les prochains mois, enfin les prochaines semaines, du moins, au moins 6 semaines pour l'un et 4 semaines pour l'autre. Bon, je demande à voir. Puis bon, le deuxième, il est plus normand. Évidemment, je suis comme beaucoup de mes collègues du coin, un grand et fidèle supporter du Stade Malherbe de Caen. Bon, hein, une petite déception. On a le sentiment quand même que Malherbe ne s'est toujours pas adapté au national. 8 points en 5 journées, c'est un peu trop faible. Et je n'ai pas répondu à la question de tout à l'heure. Je m'en excuse, donc je vais y répondre maintenant si vous me le permettez. Vous nous demandiez ce qu'on ressentait à la fin effectivement d'une course, où bah, en fait on ressent comme un petit peu la dernière étape sur les Champs-Élysées du Tour de France, ou comme à la fin d'une saison de Ligue 1, Ligue 2 nationale, c'est-à-dire d'une Coupe du Monde, on se dit ah, c'est fini. Hein, un petit peu comme quand la flamme s'est éteinte voilà, au jardin des Tuileries, on se dit waouh, mais à quoi on vient d'insister, et là c'est fini quoi. Encore Voilà. une chanson qu'il ne faut pas mettre dans la playlist de Pierre. Nous, on va lui faire la playlist de celle qu'il ne faut pas emmener, en fait. C'est ça. Laurent, un coup de cœur, un coup de gueule? Bah, un coup de gueule, non, plutôt une déception. Je pense notamment à une équipe cycliste qui s'appelle, une équipe bretonne d'ailleurs, qui s'appelle Arkea BNB Hotel, qui est, j'ai l'impression, un peu sur la fin. C'est vraiment dommageable pour cette équipe qui a 150 salariés. C'est dommageable pour le sport parce que des équipes cyclistes en France, il n'y en a pas beaucoup. Et Emmanuel Hubert se bat comme un beau diable, effectivement, pour tenter de faire vivre son équipe. Donc, c'est dommage que les industriels ne répondent pas à sa demande pour, effectivement, continuer au moins 2 ou 3 ans. Voilà. Il n'y a pas de coup de cœur, alors. Il n'y a que des coups de gueule ce soir. Hein. Coup de cœur, si, sur le Tour d'Espagne, sur beaucoup de choses. Et je suis très vidéo. Moi, j'ai toujours un coup de cœur. Cet après-midi, je regardais une vidéo de Peter Sagan. Et pour moi, c'est toujours un coup de cœur de regarder ce garçon qui a marqué son époque. Voilà. Johan, coup de cœur, coup de gueule? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Je suis peut-être un peu le coup de cœur. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, je croise les doigts pour ces féminines au rugby là qui nous entraînent un peu. Comme quoi, le sport nous donne des émotions, qu'on soit acteur ou spectateur ou collaborateur, partenaire, etc. Je trouve qu'on n'en a pas assez. Alors ça, c'est peut-être mon coup de gueule. Il faut que... Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut que la France se réveille parce que c'est trop bien. Et du coup, les initiatives là, avec, entre Jonathan et Laurent, enfin, c'est signe aussi un peu d'espoir, je trouve. Ça s'ouvre voilà, sur d'autres horizons et le sport fait du bien. Donc, pratiquer du sport, ça fait du bien. Et surtout, regardez-nous et écoutez-nous parce que je trouve que les débats de ce soir ont été géniaux.
Alors, excusez-moi, je suis en train de taper des messages à Pierre qui nous dit qu'il ne nous entend plus. Nous, on l'entend parce que je l'entends taper les petits mots. C'est peut-être une connexion mauvaise. Oui, c'est sûrement ça, Pierre. Je pense. Voilà, on vous cache rien. Vous savez, Radio Sport, que ce soit sur la Coupe du Monde de rugby, le Tour de France, les JO, on vous cache rien. On vous dit ce qui se passe. Voilà, avec Pierre, on est en train de discuter. Voilà, moi, j'ai écrit comme un pied. Je vous entends de vous là. Faut pas. Voilà. Jérôme, coup de cœur, coup de gueule avant de Coup de passer gueule, à... coup de gueule, ça rejoint un petit peu. Tout à l'heure, on parlait de la Vuelta. Moi, j'en ai marre que les courses soient écourtées, que les courses soient comment dirais-je, les incidents extérieurs. neutralisées, que la politique rentre dans le sport. Moi, ça me fait chier, sincèrement. Alors oui, il y a des problèmes dans le monde, la Palestine, Israël, Ukraine, Russie. Enfin, il y a tellement d'autres problèmes. Et là, bon, c'est des courses populaires qui sont arrêtées parce qu'il y a des gens qui se foutent en travers de la route. C'est pas de la revendication, je pense, et c'est pas le bon message qu'on envoie quand on bloque une course sportive qui est suivie par tout le monde. Le coup de cœur, en revanche, il me plaît bien plus. J'ai un coup de cœur pour la CFDT Normandie. Parce que je viens d'entendre qu'en plus d'être supporter du Stade Malherbe-Canet, on est aussi supporter du PSG. Sans couleur régionale et tout ce qu'il a dit sur Doué, sur Dembélé, etc. Il y en a un à Nantes aussi, un jeune qui s'est blessé pendant le rassemblement des espoirs ce week-end. C'est-à-dire je ne gueule pas après Deschamps, après le reste et tout, mais je dis il y a beaucoup trop de matchs. Pour le fric, la FIFA, l'UEFA, le machin, le truc, alors c'est bien l'argent, c'est très bien, mais à un moment donné, on a affaire à des humains. Comment voulez-vous, à un moment donné, que les mecs, ils arrivent à soutenir ce rythme? Après, on va dire dopage, machin, etc. On s'en fout. Si on leur met 90 matchs dans l'année, comment voulez-vous qu'ils tiennent? Voilà, c'est un coup de gueule. Alors, je remercie Pierre qui nous a abandonné sur, non pas blessure, mais sur rupture technique. Donc, il entend plus ce qu'on dit. Donc, il abandonne. On va suivre plus précisément. Il y avait encore 2 tas de questions. On va venir à lui poser des questions au départ. On va s'organiser. On a eu une petite invitation pour aller faire un petit, non pas un petit saut de pied dans l'eau. Hein. Moi, qu'on soit clair, je me trompe pas. Moi, c'est beaucoup trop froid là-bas. Moi, je me trompe à l'arrivée, si vous voulez, mais pas au départ, qu'on soit clair. Mais on ira voir tout l'équipage, Pierre et toute l'équipe qui est autour. Au départ, c'est dans en quelques semaines à peine. Hein, on compte en jours maintenant, Pierre, Laurent. 50 jours, apparaît-il. Laurent, on compte en jours. Hein, on compte en jours maintenant. Ça y est. Ouais, ça va aller vite. On sera présent là-bas le 16 octobre. Ouais, ça va vite. Hein. Un petit zoom. Il nous reste 10 minutes pour faire le petit zoom du week-end qui vient. Donc, on a déjà commencé à parler des filles avec le rugby. 14h dimanche, quart de finale contre l'Irlande. Messieurs, pronostic, pas de pronostic, qui se lance, qui se jette à l'eau? Le pronostic, les Irlandais, on ne donne pas de pronostic. Je pense que ça va être un match serré parce que l'Irlande, comme chez les garçons, c'est des vaillantes, c'est le fighting spirit, on rentre dedans, etc. Ça veut dire que rien n'est gagné. Par contre, on a une belle équipe. Ça va se jouer serré. C'est un quart de finale. Et l'Irlande fait partie des favoris, hein, comme chez les garçons. Donc, attention, on est sorti chez les hommes à la dernière Coupe du Monde en quart de finale contre l'Afrique du Sud de mémoire. Donc, attention de ne pas reproduire ce que les hommes ont fait. Mesdames, ne sortez pas en quart de finale. Jonathan, le footballeur parce que j'ai bien compris que vous aimiez plutôt le foot. Hein. Ouais, alors je suis pas très bon en rugby, mais je m'y intéresse malgré tout. Mais non, mais bon, les dernières échéances en France ont fait que j'ai eu la chance de découvrir ce sport qui est malgré tout un sport formidable. Et là, du coup, sur les féminines, évidemment, je suis parce que moi, je suis un passionné, j'aime un petit peu tout. Et cette année, alors je veux pas trop m'avancer, mais cette année, on sent quand même qu'il y a quelque chose. L'effet JO a donné aussi un engouement avec voilà, Anthony Dupont et tous leurs exploits collectifs. Et je pense que cette année, l'équipe de France peut faire quelque chose de très, très beau. Laurent ? Alors, football, malheureusement, je suis proche du manque de culture totale. Je ne connais pas le football. Ça tombe bien, il n'y en a pas. Comment ? Ça tombe bien, il n'y en a pas. La balle est ronde. Hein, la balle est ronde. Je ne connais pas trop le rugby non plus. Hein, voilà. Alors, est-ce que vous connaissez plus le volley ?
Je connais Non. pas de joueurs de volley, je connais pas d'équipe. Parce que dimanche, si vous voulez découvrir un sport supplémentaire, vous n'avez pas votre corde, et là c'est Johan qui va peut-être nous dire, c'est les garçons chez les championnats du monde de volley, ils prennent la suite des filles, hein, c'est fini il y a quelques jours. Les garçons attaquent, hein, ça sera la Corée du Sud pour démarrer. Alors, on a une belle équipe. Hein. On a une équipe qui est censée taper fort. Mais le sport reste le sport. Johan, toi, sur ce week-end, c'est quoi? C'est rugby, c'est volley, parce qu'il n'y a pas de ski encore en ce moment. Non, il n'y a pas de ski. Après, j'ai un planning un peu chargé personnel au niveau du boulot, mais du coup, nous, ça va être le lancement de la saison culturelle, tu vois. Donc, je vais m'éloigner un petit peu du sport. Mais non, si j'ai l'occasion, c'est quand même de suivre cette belle équipe de France. Même volley ou rugby, ça dépend à l'heure là où je vais être devant la télé. Mais les deux équipes font du bien quand même, nous font du bien, je trouve. On verra après que le meilleur gagne. L'important aussi, c'est moi ce que je vois chez les filles là en rugby, c'est qu'il y a cet état d'esprit, si tu veux, de faire les choses jusqu'au bout, propre. C'est appliqué, mais ça va jusqu'au bout et ça, c'est plaisant à voir. C'est pas, on n'a pas des joueuses qui baissent les bras, où on sent que le rythme. Non, on va au bout, on est au bout et ça fait des scores incroyables. Après, ça ne suffit pas toujours, on verra bien, mais en tout cas, l'état d'esprit est super. Donc, voilà. Jérôme ? Alors attention, hein, parce que si on passe l'écart, tout commence, hein, parce qu'il reste l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, certes, à qui on a mis 54 points, l'Angleterre, toutes les grosses nations. Hein, donc, c'est pas parce qu'on gagne. Mais on en fait partie, Jérôme. J'entends bien. Voilà. J'entends bien. C'est pas parce qu'on va taper les Irlandaises que c'est gagné. Ah, c'est le sport, monsieur. Et évidemment, je le souhaite, évidemment. La semaine prochaine, nous allons parler olympisme, messieurs, dames. Nous allons avoir, oui, Jérôme, nous allons avoir le président du comité départemental olympique sportif. On va parler de la fresque du sport. Si vous ne connaissez pas, c'est tout ce qui est environnemental sur le sport. L'évolution, et on va en parler quelques instants avec Laurent, l'évolution, et dans 15 jours, ce sera Cassiopeia, l'association qui fait courir les femmes après le cancer. On parlera d'Octobre Rose et on parlera bientôt de mécanique avec du rallye automobile. Ça pourra plaire à Laurent. Enfin, nous suivre, Laurent, maintenant. Enfin, s'abonner. Hein. Maintenant, il faut venir. Laurent, là, je parlais de sport. C'est aujourd'hui, vous faites quoi en sport, vous ? Alors, j'ai été confronté à des problèmes après l'opération cardiaque, où il a fallu que je repense un petit peu mon activité physique. Et je fais de la natation maintenant. Voilà. J'essaye de nager quasiment tous les jours. Je nage 1 kilomètre. Et ça me va pour une simple et bonne raison. C'est un sport porté. Et donc, ça ne nous met pas en souffrance. Donc, je ne fais plus de vélo, par exemple, non pas pour des raisons physiques, mais pour des raisons sécuritaires. Je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, faire du vélo sur nos routes françaises, c'est un peu une roulette quand même. Hein. C'est un peu une roulette. Donc, c'est ce qui me freine à faire du vélo, voilà, tout simplement. Et on parlait d'environnement. Là, vous partez donc pour une aventure avec le large. Hein, donc, tout le monde est touché par l'environnement quand ils partent en mer avec le plastique partout et autres. Ça fait partie des réflexions que vous avez quand vous avez organisé la randonnée Ventoux, le golf et autres, l'environnement. Ça en fait partie parce que je sais pas, Jérôme, si tu te souviens bien du maire du Mont Ventoux, qui disait malheureusement, alors ça a changé de maire depuis, maintenant c'est Alain Constant, et qui est très embarrassé effectivement avec le succès du mythique col du Mont Ventoux, tout simplement parce qu'il y a des milliers de personnes qui viennent chaque année escalader le Ventoux, mais malheureusement qui sont assez peu soucieux de l'environnement et qui obligent la mairie du pied du Ventoux, qui s'appelle Bédouin, à mettre une équipe permanente en place pour nettoyer la route du Ventoux. Après le Tour de France, c'est 30 tonnes de déchets sur le Ventoux qui ont été jetés par les spectateurs. Donc ça fait partie effectivement d'un manque de respect de l'environnement, quoi. Oui, forcément. On rappelle votre planning à vous là sur l'association, parce que ça commence tout de suite. Là. Il y a pas que la route du Rhum l'année prochaine, quoi.
Alors, le programme 21 septembre, c'est la Cardiac Ventoux, donc au pied du Mont Ventoux. Le week-end suivant, c'est la 3e édition du tournoi de golf à Saint-Malo. Et vous jouez, Ensuite, on embraye sur la Transat Café l'Or et on prépare d'arrache-pied la saison suivante. Et d'ailleurs, on en parlera avec Jonathan, mais évidemment, on prépare d'arrache-pied la saison suivante en classe 40 pour la Route du Rhum. Voilà. Et on prépare également en parallèle donc un congrès mondial de chirurgiens cardiaques qui a lieu l'année prochaine pendant la Route du Rhum, dont effectivement le bateau portera les couleurs de ce congrès mondial de chirurgiens cardiaques qui est relié à Dinan. On les met sur le bateau ou pas, les chirurgiens? Non. Alors, on va en mettre certains sur le bateau, bien évidemment, en visite. C'est 200 chirurgiens du monde entier qui organisent un colloque sur l'aorte et la racine du cœur. Voilà. Je vais t'envoyer ma fille, je te l'ai dit, puisqu'elle est chirurgienne. Elle est chirurgienne cardiaque, cardiovasculaire, tout ce qu'on veut. Mais là, mais pas sur un bateau. J'ai été une fois, je raconterai pas tout, mais on a dessalé sur un petit Hobby 4. Elle avait 4 ans. Merci beaucoup d'avoir suivi. Il y a des messages, forcément, je ne les ai pas tous lus, puisqu'on a eu Pierre qui était extraordinaire. D'ailleurs, Pierre nous a proposé de pouvoir suivre avant le départ, mais également sur le bateau, donc on ne va pas se gêner. Merci Jean-Marc, merci Isabelle, merci Christelle, merci Olivier. Oui, il y en a trop. Oh là là. Ils ils sont tous là. Oui, c'est ça, les 6 sont là. Merci Jonathan. Alors, on suivra l'aventure donc du bateau, mais on suivra vos aventures à vous, si j'ai bien compris. Vous avez décidé de faire une saison 2, donc on se rappellera. On parle business. Il y a une émission qui parle business sur Radio Sport. On vous invitera pour parler justement de cette évolution dans ce secteur des syndicats qui se lancent à amener des messages autrement. Laurent, on se voit bientôt, de toute façon, dans des bonnes conditions. Avec Internet pleine balle, mais surtout de visu sera plus agréable. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être venu parler toute cette aventure humaine et de santé. Johan, on se voit très vite, toujours pareil. À très bientôt. Merci les garçons. C'était vraiment une très bonne soirée. J'adore quand on peut échanger comme ça librement sur cette libre antenne sur Radio Sport. Franchement, c'est des moments qui sont. Ouais, mais c'est des moments sympas. Je vais faire des efforts mais c'est une formation mécanique. Il y a un stage de formation à la CFDT, si tu veux. On va t'apprendre à faire des visios et autres. On anime des formations techniques, des formations fresques du climat. Vous parliez de la fresque. Justement, on en parle la semaine prochaine. CFDT Normandie. Merci Jérôme. On se retrouve également très rapidement puisqu'il y a plein de choses. Alors, je vous rappelle sur Radio Sport que vous avez le petit pack qui revient saison 3, un épisode à suivre. Vous allez voir, il y a des surprises encore également. J'ai encore bien opéré. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi, Maître Capello. Vous verrez, je suis toujours aussi insupportable. C'est diffusion dimanche soir et sur Sport en France, c'est diffusion la semaine prochaine, le 17. Tout ça sera diffusé. Pareil, on retrouve l'émission en replay dès demain ou dès ce soir pour si ça encode bien, parce que c'est quand même long à encoder. Messieurs, bonne soirée. Mesdames également, on en a quelques-unes qui ont parlé. Bientôt, elles seront. Il y en a qui se cachent, mais on va les faire venir. Ça va venir. Bonne soirée à tous. Merci d'être venus. Et on se retrouve sur Radio Sport très vite. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Et au revoir.